Bonjour Monsieur Smith, alors ça fait plaisir de vous rencontrer par vidéoconférence. Donc le lien que je peux faire peut-être avec la biologie et le carbone, en fait, c'est sûr que c'est inévitable qu'on émette du carbone, en fait. C'est certain que les arbres le consomment, nous on l'émet, et autant que le méthane, si on veut manger du bœuf ou même du riz, le méthane est un produit qui est émis dans l'atmosphère, et donc ce sont des gaz à effet de serre qu'on doit supporter et qu'on a supporté dans le passé. Donc, en quelque sorte, je vais vous ramener quand même sur ce que j'appellerais maintenant, comparativement aux autres présentations, un peu au plancher de vache. Là, je vais parler de quelque chose de bien concret, qui est le marché du carbone ici au Québec. Et je vais peut-être essayer de faire tout à l'heure un lien avec les autres présentations qu'il y a eu. Ce que je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est surtout le contexte d'économie politique. Okay. Donc, premièrement, je voudrais bien vous rappeler l'objectif d'un tel marché de permis, disons de pollution, si on considère le CO2 comme une pollution. C'est bien évidemment, vous le savez, de faire payer le coût social de la pollution aux pollueurs. Et en Amérique du Nord, on a eu un bon exemple de ce qui fonctionne très bien, c'est le marché du dioxyde de soufre, qui est émis donc avec surtout les centrales au charbon, aux États-Unis, ici au Canada aussi, lors de la production d'électricité. Il y a eu une phase initiale aux États-Unis, il y a eu 100 centrales électriques qui participaient. Maintenant, c'est 200. C'est un marché qui fonctionne assez bien. Il a permis notamment de réduire le coût économique, de réduire la pollution économique. Et voilà, c'est un bon exemple. Et c'est à voir, en fait, si le marché du carbone pourrait suivre cet exemple-là. On a des indices que oui ou non, en fonction de si on regarde l'Europe. Ou maintenant le Québec, où ça va commencer. Une alternative de laquelle je vais parler rapidement, ça va être aussi de taxer la pollution. Évidemment, les deux objectifs, d'un point de vue théorique, d'un point de vue économique, vont donner le même résultat. Ils essayent en fait d'établir un prix du carbone, je veux dire, qui devrait être incorporé donc par les pollueurs. Et il y a deux manières de le faire, facile, c'est de taxer, c'est donc afficher directement ce que ça coûte la pollution, et de l'autre côté, c'est d'essayer d'établir ce prix du carbone, ce prix de la pollution dans un marché, en fait, comme celui du marché du carbone. Les avantages de ces outils économiques, c'est en fait qu'on arrive éventuellement à atteindre un objectif environnemental, qui est la réduction de la pollution à un moindre coût. C'est sûr que d'un point de vue économique, on doit se poser la question, qu'est-ce que tout ça coûte? On voudrait bien tout avoir, on voudrait bien avoir un environnement sans pollution. C'est pas possible, c'est coûteux de diminuer la pollution, et donc si on veut diminuer la pollution d'une certaine quantité, on souhaiterait que ça se fasse au moindre coût pour qu'il y ait moins de gaspillage de ressources possible. Un principe que vous connaissez certainement, c'est le principe de pollueur-payeur. De tels outils comme un marché carbone ou une taxe, ça permet en fait de réaliser le principe pollueur-payeur. Si en fait les permis de pollution sont alloués par enchère, on verra tout à l'heure que c'est pas nécessairement le cas au Québec, ou si on taxe les pollueurs, ils vont nous compenser pour les dommages qu'ils causent. C'est donc aussi un avantage. Un autre avantage pour les gouvernements, et c'est peut-être celui qui devient le plus important, ça génère des revenus. On aime bien avoir un gouvernement qui nous finance des biens publics, et ici, on corrige un problème d'externalité environnementale, et le gouvernement ramasse de l'argent qui peut redistribuer d'une certaine manière, on en parlera. Par contre, des avantages éventuellement par rapport à d'autres normes technologique qu'on pourrait vouloir établir, c'est que si je connais une nouvelle technologie qui est moins polluante, je peux exiger ça. C'est relativement peu coûteux en termes d'administration. Par contre, évidemment, si je veux créer un marché du carbone, c'est relativement coûteux en termes administratifs. Et la taxe devrait être un peu moins coûteuse parce que ça nécessite notamment moins de gens qui travaillent, qui élaborent là-dessus. La problématique des gaz à effet de serre, là vous savez certainement ça aussi, c'est un problème mal global, ça va affecter la planète au complet d'une manière pas nécessairement homogène, donc certains pays de la Terre seront affectés davantage que d'autres. Alors que on a des mesures locales en fait pour combattre les changements climatiques. Mais pour que ce soit efficace, en fait, il faut en quelque sorte coordonner ces mesures locales qu'il y a, par exemple au Québec, en Union européenne, en Australie, en Colombie-Britannique, un peu partout, pour arriver en fait à combattre les changements climatiques. Parce que le Québec tout seul, par exemple, ne peut pas faire suffisamment d'efforts pour régler le problème des changements climatiques. Vous le savez très bien.
Alors, le marché du carbone, qui est en opération maintenant depuis le 1er janvier 2013, il s'appelle officiellement le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES du Québec. Et ce que j'aurais pu montrer, en fait, c'est une page blanche, parce que pour le moment, on n'entend pas trop parler au Québec de ça. Parce qu'il est entré officiellement en vigueur. La première mise en enchère aura lieu, selon ma compréhension, seulement le 3 décembre. Donc, on ne connaît pas trop le prix du carbone présentement au Québec. Ok, on va le savoir d'ici un mois. Et quelles sont les principales caractéristiques? Vous avez en fait deux phases. Une première phase qui part de 2013, donc maintenant jusqu'à 2014. Ça aurait dû commencer d'ailleurs il y a un an plus tôt. Dans cette phase-là seront couverts en fait les acteurs dans le secteur de l'électricité et d'industrie qui génèrent plus que 25 000 tonnes de CO2 équivalent. Et ce qu'on a eu, et c'est ce que vous voyez ici sur les barres bleues, on a eu une distribution gratuite des permis de pollution. Okay. Par la suite, dans la deuxième phase, qui ira de 2015 à 2020, s'ajoutera au secteur visé en fait celui des carburants et des combustibles fossiles. Et c'est donc on augmente en fait le nombre de permis qui vont se trouver sur le marché. Vous avez les barres vertes à droite et vous voyez aussi que ces barres-là sont supposées de diminuer dans la mesure que oui, très bien, merci. Dans la mesure que en fait le nombre de permis qui va être émis va être de moins en moins important. Et le secteur industriel qui est inclus ici, lui, il ne verra plus 100% des permis en fait alloués gratuitement. 1% à 2% par année seront mis en enchère, alors que pour les carburants et combustibles fossiles, tout sera mis en enchère. Okay. Ce qu'on a en fait donc au Québec, ce qui est particulier, comparativement à l'Europe par exemple, où vous avez le ETS, European Trade System, donc pour le marché du carbone européen. Nous, au Québec, on aura en fait un prix plancher de $10,75 qui va croître 5% par année et qui va aussi rattraper l'inflation, donc c'est plus ou moins 5%. Et ce qui est intéressant aussi au Québec, c'est qu'on sera connecté à la Californie. On est ensemble dans la Western Climate Initiative. On est de deux entités régionales qui restent en Amérique du Nord, d'autres ont quitté le bateau, et peut-être on peut se questionner pourquoi ils ont quitté le bateau, en fait, de participer à un tel marché du carbone. Ce que j'ai pas mentionné ici, c'est qu'il n'y a pas juste les permis, il y a aussi les crédits carbone qui existent, donc des efforts qui sont mis de l'avant par certains acteurs, et l'industrie ou les acteurs pourraient ici dans le marché pourraient acheter ces crédits carbone-là au lieu de dépolluer eux-mêmes. Okay, ils peuvent acheter jusqu'à 8% en fait de crédit carbone et satisfaire comme ça leur réduction de pollution. Donc la question importante que j'essaie de soulever aujourd'hui rapidement, parce que justement donc la première enchère aura juste lieu dans un mois environ. Donc il y a peu de données quantitatives, il n'y en a pas en fait au Québec présentement. Les questions que je vais en fait soulever, c'est est-ce que c'est le bon objectif environnemental qu'on a fixé en fait pour le Québec? Est-ce que le moment choisi de la mise en place de cet outil-là de marché carbone est bien choisi? Parce que tout ça, ça aura un impact sur le prix du carbone qui va s'afficher ici au Québec et il faut se questionner, est-ce que ça va être le bon prix du carbone? La deuxième question économique, elle est peut-être un peu posée ex post parce que c'est sûr qu'on ne changera pas le système, mais la question, ça serait, est-ce qu'on n'aurait pas dû choisir éventuellement une taxe à la place d'un permis, comme la Colombie-Britannique l'a fait, ça aurait peut-être éventuellement été moins coûteux, on va discuter ça rapidement. Et ce qui est peut-être un nouvel élément auquel on pense très peu, mais qui aura un impact justement dans une économie politique, quels sont en fait les effets redistributifs d'un marché carbone qui pourrait exister, donc les effets redistributifs sur les ménages, industries et programmes gouvernementaux qui pourraient y avoir. Donc si je regarde en fait les objectifs environnementaux, il y a un renforcement qui a eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement marois. Sous Charest, c'était donc le deuxième plan d'action du gouvernement. On voulait réduire de 20% de GES d'ici 2020. L'année de référence était 90, donc c'est tout à fait dans l'esprit là de Kyoto. Et ça représentait 15 millions de tonnes de CO2 équivalent. Avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement marois, on a renforcé en fait cet objectif.
Et il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a renforcé cet objectif-là. Les changements climatiques, c'est un problème à long terme. Les modèles qu'on a climatologiques nous disent plutôt que le réchauffement planétaire ne se fait pas aussi vite que prévu. Okay, donc il n'y a pas nécessairement intérêt à agir plus vite, et donc il faut se questionner en fait de cette réduction plus importante qui a été demandée. Et si je regarde au Québec, en fait, d'où viennent les gaz à effet de serre, peut-être c'est pas très lisible, mais ce que je vois, c'est que 42,5% viennent du secteur des transports. Et par exemple, vous voyez, le secteur résidentiel, c'est juste 4,8%. C'est justement parce que nous, on chauffe nos maisons, évidemment, par l'hydroélectricité. Et donc, vous pouvez continuer la liste. Et donc, la question que je dois me poser, si je veux réduire les gaz à effet de serre, est-ce que le Québec détient un avantage comparatif à le faire ? Est-ce que c'est bien de le faire au Québec ou ça serait pas mieux de le faire ailleurs? Et mieux, ça serait en fait dans le sens de moins coûteux de le faire ailleurs. Et quel impact est-ce qu'on aura sur l'économie québécoise? Et là, je vous montre en fait deux courbes qui commencent à dater un petit peu. Ça date de 2007 en fait d'un rapport qui a été produit sur les coûts marginaux de dépollution. Donc, qu'est-ce que ça coûte de dépolluer, d'augmenter la dépollution? Donc, les réductions de gaz à effet de serre sont mentionnées ici en bas. Et vous avez ce que ça coûte ici en ordonnée. Et vous voyez qu'à un prix donné, c'est moins coûteux, par exemple, de réduire la pollution en Alberta que de le réduire au Québec. Donc, si on veut réduire les gaz à effet de serre, comme c'est un mal public, ça importe relativement peu si c'est réduit au Québec ou en Alberta. C'est un exercice de réflexion que je fais ici. Ça serait moins coûteux de le réduire là-bas que de le réduire chez nous. Et la raison, en gros, c'est que, comme j'avais mentionné tout à l'heure, c'est que c'est le transport qui cause le plus de gaz à effet de serre chez nous. Et le transport, il y a deux manières de réduire les gaz à effet de serre. Et vous savez c'est quoi, en gros. On parle d'ailleurs dans la politique stratégique du gouvernement d'utiliser de plus en plus de voitures électriques ou bi-énergie. C'est très coûteux, ça nécessite des subventions. De l'autre côté, il y a la politique du gouvernement de créer l'autoroute bleue entre Toronto et je sais pas Québec, ou même entre Windsor et Québec à long terme, et donc de rouler au gaz naturel. Et ça, c'est relativement coûteux, mais même l'industrie trouve ça quand même profitable. Mais c'est relativement coûteux de combattre les gaz à effet de serre dans le secteur du transport que de le combattre ailleurs au Canada. Quel impact pour l'économie québécoise? Ce que le gouvernement nous dit, en fait, c'est que comme ici, ces permis-là sont alloués gratuitement, ils vont juste diminuer très très légèrement à travers le temps. Il y aura très peu d'impact, en fait, sur l'industrie. C'est pas nécessairement vrai parce que pour l'industrie, ça représente la distribution gratuite des permis de pollution, ça représente des profits, en gros. Ils ne doivent pas payer pour ça. Mais ça ne veut pas dire que les prix restent inchangés. Parce que si jamais un prix carbone est établi sur le marché québécois, connecté à la Californie, une entreprise doit tenir compte de l'opportunité de pouvoir vendre ce permis-là. Son coût de production devrait incorporer ce potentiel de vente du prix de permis. Et donc ça pourrait quand même mener à une hausse des prix en fait au Québec pour ces industries-là. La deuxième question, si on compare en fait maintenant marché carbone par rapport à une taxe, parce que vous voyez ici, c'est les fluctuations qu'il peut y avoir sur un marché de permis de pollution. Je montre ici justement les données pour l'Union européenne, pour le marché ETS, donc de 2008 à 2013. La ligne bleue foncée, c'est celle qui s'applique pour les prix, pour les permis carbone. Et ce que vous voyez clairement, c'est que un tel marché est sujet à toutes les fluctuations économiques qu'il peut y avoir. Vous voyez la crise économique qui se déclare ici, qui fait chuter le prix à un moment donné, et ça descend de plus en plus vers le bas. Et ce qui est tout à fait pervers, et c'est ça que peut-être M. Harvey a dit tout à l'heure, c'est qu'on risque même d'utiliser plus de charbon maintenant en Allemagne, parce que ce prix-là est très très bas. Les entreprises, les centrales électriques se retournent vers le charbon, c'est très peu cher de polluer, et donc on risque d'observer, ou même au Québec, éventuellement des fluctuations importantes. Ce qui va changer au Québec, c'est qu'on aura un prix plancher, donc ça ne pourra pas nécessairement descendre aussi bas, mais on risque quand même d'avoir des fluctuations. C'est sûr que les entreprises savent travailler avec ces fluctuations-là, ils connaissent aussi les fluctuations dans les taux de change, quand ils exportent par exemple, mais
c'est problématique d'un certain point de vue. Si je veux faire des investissements à long terme, j'ai besoin d'avoir une certitude sur le prix. Et cette certitude-là n'est pas nécessairement donnée. C'est justement ça l'inquiétude aussi en Union européenne. Donc, en gros, ça résume aussi les avantages, en fait, de chacun des deux outils. C'est que, d'une part, avec un marché carbone, vous avez la certitude sur la quantité qui est émise. En Union européenne, certains vont interpréter ceci comme, en fait, que ça va bien. Vous avez la bonne quantité de gaz à effet de serre qui est émise. On respecte ce qui a été annoncé initialement. Si le prix est bas, c'est que voilà, c'est le marché qui nous dicte ceci. C'est pas plus grave que ça. C'est même bien quand c'est peu coûteux. Et un autre avantage que j'ai pas trop souligné, c'est que évidemment vous pouvez facilement intégrer les marchés existants. Donc d'ailleurs là l'Australie parle éventuellement de rejoindre, de se connecter au marché carbone européen. Donc vous pouvez facilement en fait connecter les marchés si vous avez un système de permis et vous dites voilà le nombre total de permis. Et tout le monde peut échanger sur un marché unique. Ça fait en sorte que le prix va être le même sur ce marché unique et ça va faire en sorte justement théoriquement que le prix de dépollution va être le même dans tous les pays. Donc c'est super efficace. On dépollue là où c'est le moins coûteux. Si l'Alberta faisait partie de ce marché, on devrait plutôt dépolluer là-bas que dépolluer ici présentement. Okay. L'avantage d'une taxe carbone, ça va dans le sens où vous avez la certitude sur un prix carbone, dans la mesure qui est annoncée par le gouvernement, vous avez la certitude de ce prix-là. Les entreprises peuvent faire des investissements en conséquence, ils prévoient un certain prix dans l'avenir. Peut-être le gouvernement pourrait dire aussi que la taxe va suivre l'inflation ou que les dommages environnementaux vont devenir de plus en plus importants, donc on prévoit une hausse de la taxe dans le temps, mais il y aurait une certitude. L'avantage aussi qu'il y aurait, ce serait le coût administratif relativement faible à introduire une taxe. Imaginez-vous, quelqu'un décide une taxe au lieu de tous ces gens qui travaillent dans les marchés pour échanger. C'est assez coûteux comme système. Un dernier point avant de conclure, c'est celui de la redistribution. En fait, comme j'ai indiqué, pour les revenus qui viendront de la mise en enchère, ils vont généralement venir de la combustion et des carburants. Donc, en gros, ce sont les secteurs du transport, les acteurs dans le secteur du transport qui vont payer la note. Et à quoi ça sert cet argent-là? À la base, ça paraît bien. Ça sert en fait à financer le plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement. Donc, faire de l'efficacité énergétique, subventionner les voitures électriques, etc., etc. Le transport en commun, donc en principe, c'est une bonne nouvelle. C'est des choses, en tout cas, qu'on peut facilement dire et tout le monde va dire oui, on veut ça, on veut du transport en commun, on veut des voitures électriques. Okay? Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un tel mécanisme peut être deux fois régressif dans un sens. Premièrement, ici, c'est à titre d'exemple pour les États-Unis, vous avez le prix carbone dans une étude qui a été mise à $15 de tonne de carbone. C'est pas nécessairement égal au CO2 là. Il faudrait vérifier, c'est avec un facteur qu'on peut corriger ça. Une simulation en 2003 qui a été faite et qui regarde en fait comment est-ce que le revenu disponible du ménage diminue en fonction de l'introduction d'une telle taxe. Si on se fait taxer, certainement on va en avoir moins d'argent dans les poches. Donc vous avez ici les ménages relativement pauvres, ici c'est les ménages relativement riches, et vous voyez que ce chiffre-là est de moins 3,4%. Ici, il est de moins 0,8%. Donc, vous voyez que les ménages pauvres, comme ils doivent consommer de l'énergie, c'est un bien essentiel, ils seront plus frappés par la taxe carbone que les ménages riches, qui en consomment relativement moins. Donc, c'est ce qu'on appelle une politique régressive. Et au Québec, ça deviendra, selon moi, doublement régressif, parce que en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qui sera déboursé dans le plan d'action? C'est justement acheter des voitures électriques qui sont subventionnées. C'est pas les ménages pauvres qui vont acheter ces voitures électriques-là. Donc, ça va favoriser, encore une fois, les ménages qui sont de la classe moyenne ou supérieure, qui vont en profiter d'une telle politique. Donc, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir. Ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure comme impact sur l'économie du Québec, peut-être je peux le faire ici dans la conclusion, c'est qu'il y aura certainement un désavantage possible pour les acteurs industriels. La pensée, par exemple, au Québec, on a souvent cette idée d'économie régionale. Qu'est-ce qui se fait en région? Comment est-ce qu'on peut aider nos régions? Si vous commencez à taxer le carbone, ce qui est à la base une bonne chose, certainement vous allez augmenter le coût de transport. Donc en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de négocier
un système super complexe pour compenser les régions comme la Bretagne ou l'Aquitaine, je ne sais pas, qui doivent juste payer la moitié de cette taxe-là. Donc ça devient un système finalement qui devient aussi très très complexe. Et ça peut contrecarrer en fait les objectifs qu'on a ailleurs, que le gouvernement poursuit normalement. Donc, vu qu'on est relativement seul en Amérique du Nord à suivre une telle approche, de vouloir réduire ces gaz à effet de serre, c'est une transition ou une décarbonisation qui va s'avérer coûteuse pour l'économie québécoise, parce que si d'autres ne suivront pas, c'est nous qui allons assumer toute la charge. Il y a une étude qui a été publiée dans le Québécois libre, je pense un économiste, Michel Lamontagne, qui a calculé, j'ai suivi son calcul, que les réductions annoncées par le gouvernement du Québec, disons de 20 ou 25%, ça va permettre à long terme d'économiser une augmentation de la température planétaire de 15 centièmes de degré. Donc c'est très très faible, hein, alors que le coût pour nous va être énorme. Et même pour nous au Québec, ça ne sera pas nécessairement négatif d'avoir des changements climatiques, mais je mets abstraction de ça présentement. Donc je commence de plus en plus à me poser la question, est-ce que cette intervention de l'État n'est pas une autre manière n'est pas un signal d'interventionnisme ou de corporatisme, parce qu'ils font une intervention dans l'économie, ils vont aller chercher des dollars pour redistribuer, on ne laisse plus en fait les marchés en quelque sorte distribuer les ressources comme on devrait le faire dans un marché libre. Merci beaucoup.